une autre perception de l'univers dans son rapport de dimensionnalité. Savoir, connaissances sont apportées, elles sont au creux de notre main, à condition qu'on y mette l'esprit dans le rapport de dimensionnalité. C'est un travail phénoménal et formidable où nous devons pouvoir avancer. Oui, alors on parlait de l'Égypte. Quand on regarde l'Égypte, pas la période déclinante, c'est-à-dire Oui, occupation oui. grecque puis romaine, il y a une notion clé qui est le 2, le dédoublement. D'ailleurs, ça a été très bien analysé par un archéologue hérétique qui s'appelle le prince Cariatide d'Iénel. Et donc, c'est la notion de cas. Et quand on lit le livre des morts égyptiens, qui est quand même la synthèse de ce que spirituellement un mort devait avoir en tête pour avoir le triomphe de ses aventures post-mortem, il est dit le début de la vie fut l'acte de dédoublement de l'unité primordiale en deux principes opposés et équilibrés l'un par rapport à l'autre. Et chaque être, inerte ou vivant, était dédoublé. Donc on vit ici, dans un temps, mais il y a une partie de nous qui vit dans un autre temps. Et donc ce concept s'appelait le cas. Celui qui a le mieux compris le cas, c'est un archéologue français qui s'appelle Gaston Maspero, qui l'a défini comme la puissance maximale qu'un individu peut déployer. Alors évidemment, ça amène quelque chose qui est différent, c'est-à-dire il n'y a pas un temps, mais il y a des temps. En tous les cas, on passe d'un temps unique à deux temps. Et effectivement, on ne peut comprendre l'Égypte que si on en a une lecture en dehors de notre propre temps. Un hiéroglyphe disait Héraclite, il est 10 ans signifiant et cryptant. Voilà. Quelle est la partie cryptante? Alors effectivement, ça nous amène à des dimensionnalités, ça nous amène à plein de choses. Et c'est assez intéressant de voir, par exemple, dans un domaine que j'ai fouillé, la physique théorique, on peut avoir jusqu'à 8, 10 dimensions spatiales, mais on est toujours dans une dimension unique du temps. Le temps, en physique, depuis Einstein, 1905, c'est la quatrième dimension de l'espace. Effectivement, pourquoi c'est une dimension? Parce qu'un objet qui va vite permet à celui qui est dans l'objet qui va vite d'avoir un temps qui est décéléré par rapport à un objet qui est immobile. Donc, comme le temps peut être décéléré ou accéléré, on va considérer qu'il n'est plus une constante, en quelque sorte, régulée par un écoulement toujours égal, mais qui peut avoir accélération ou décélération. Donc, ça devient la quatrième dimension de l'espace. Alors, ça justement, parce que la quatrième dimension, c'est l'esprit, c'est pas l'espace. Non? L'espace et le temps, ils sont liants. C'est Oui, ça oui, le bien sûr. problème. C'est qu'on se retrouve avec donc l'espace et le temps et ce qu'on appelle la gestion de cet espace dans le temps. Tout C'est à fait. l'effondrement de la masse. Et comme cet effondrement de masse, il varie, c'est comme le type qui voyage, qui fait Paris-Marseille à pied. Voilà, il en a pour aller 4 jours. L'autre qui prend l'avion, il en a pour effectivement 2 heures. Voilà, le problème, c'est qu'il y en a un qui va générer plus d'espace. Maintenant, si lui, il a toute une semaine parce qu'il a pris le jet ou le machin chose, il a réduit son espace, mais il a pénétré la masse. C'est le rapport d'effondrement de masse. S'il était capable de pénétrer la masse inversement, beaucoup plus proportionnellement que dans cet espace, il arriverait avant que l'autre soit parti. Ça, c'est le rapport espace-temps dans l'effondrement de masse. Et ça, c'est par rapport à un rapport qui est un point zéro et qui a un rapport constant, le point de départ. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en géométrie sacrée, on considère que le cercle, c'est le temps et le carré, c'est l'espace. Si vous lâchez un petit caillou à la surface d'une eau, vous allez générer des cercles excentriques qui vont prendre un certain temps pour atteindre les limites de la nappe aqueuse. Puis après, vous aurez des réflexions et ça va donner lieu à des interférences. Voilà. Et on dit que effectivement, le volume, c'est l'espace, mais effectivement, le cercle, c'est le temps. Et la conscience, c'est exactement une histoire de cercle, hein, où, c'est une vision globale. Donc, ce que les bâtisseurs nous ont montré, c'est que au-delà des apparences très bien faites de géométrie analytique, etc., il faut donner une autre conception au volume.
et une autre conception au temps. Et donc, on s'apercevra que le temps, c'est l'information suprême. D'ailleurs, c'est ce qui permet d'avoir accès à la conscience. Imaginons, par un coup de baguette magique, on puisse cumuler la conscience depuis la naissance du Christ jusqu'à maintenant. Vous imaginez, il y aurait une puissance temporelle absolument incroyable. Ou imaginez l'inverse, que quelqu'un qui est né à l'époque du Christ soit projeté ici. Il aurait une expérience phénoménale à acquérir, c'est-à-dire 2000 ans de civilisation. Donc on en est au début. Hein. Je pense que la révolution à venir de la physique théorique, ça sera la révolution du temps. La physique quantique n'a pas révolutionné le temps, elle est restée tout à fait classique. Par contre, elle a révolutionné la façon dont la matière microphysique était structurée. Et donc, on est passé à une physique différente de la physique classique. Elles ne sont pas opposées, elles sont complémentaires. En tous les cas, une des clés de l'Égypte, c'est le 2. Et on retrouve ça dans beaucoup de traditions, même dans l'évangile de Thomas. Il est dit, du temps où vous étiez un, vous avez fait le 2. Alors étant 2, que serez-vous? Ou que ferez-vous? Et donc, il y a toute une réflexion à mener. Et en fin de compte, ces bâtiments dont on n'a pas vraiment une idée précise de la façon dont ils ont pu être construits, c'est un petit peu une invitation à réfléchir. C'est-à-dire, on nous met une énigme et on sera obsédé par cette énigme. Et en essayant de comprendre cette énigme qu'on ne comprendra jamais, peut-être on va découvrir à l'intérieur de nous un espace inattendu. Comment ils ont été construits? Bon, il y a des pistes, mais le problème, c'est pas le comment ils ont été construits, que qu'est-ce que ça renferme comme savoir. Oui, c'est Et pourquoi ils ont été construits. C'est eh ben, surtout ça. c'est la législation volumique, c'est le Dieu de par la loi. C'est le même Dieu qu'on puisse voir sur le blason de la couronne d'Angleterre. C'est le même Dieu qu'on retrouve dans Deus même que jus. C'est la valeur législationnelle qui permet à un individu de pouvoir effectivement savoir qu'un objet, il est représenté, et que est-ce que les hommes ils vont accepter d'être représentants d'eux-mêmes dans l'art d'être des représentants modèles de cette humanité, ou est-ce qu'en bout du compte ils acceptent d'être tout simplement du bétail? C'est ça le grand changement, c'est le lien en vérité entre le sommet et la base qui en fin de compte forme ce grand cercle où tout le monde est dans le cercle et personne n'est mis de côté, et que là, on fait valoir ce savoir et ses connaissances par les compétences dans l'art de contribuer à la société. C'est là où effectivement sont éligibles au plus haut point dans l'art d'éveiller, de responsabiliser la société, des gens qui sont compétents dans la matière et de contribuer même à cette société. C'est l'ouverture et maximiser les chances de notre espèce à durer à travers l'éternité. C'est ouvrir la porte de l'éternité, c'est le secret de la Mahat. Il faut rentrer à plat. C'est donc qu'il faut se mettre à plat, sinon on ne passe pas. C'est effectivement le pénitent le passe, le mot de Dieu. C'est effectivement le saut de la foi. Il y a un moment donné, on doit pouvoir arriver à comprendre l'entendement que ces messages qui ont l'air si lointains, qui sont pourtant la porte d'à côté et qui résonnent là encore aujourd'hui, doivent faire penser à l'homme qui n'est autre chose qu'un estomac sur pattes. C'est là où on retrouve effectivement le discours de Laurent Alexandre qui frappe qui est cinglant, parce que les gens n'ont pas ce grand réveil en disant mais est-ce que vraiment on n'est que ça? Voilà. Est-ce qu'on n'est que des estomacs sur pattes? À partir du moment où on arrive à sortir de chez soi et qu'on voit ses congénères à même le sol en train comme des crèves-misères, et qu'on trouve ça ordinaire, il y a quelque chose de pas normal. Oui, oui. René Guénon, que j'ai déjà cité, avait fait une critique sur le siècle des Lumières en disant qu'avant, Dieu était la mesure de toutes les hommes, de toutes les choses du monde fini. Et à partir de l'humanisme, c'est l'homme qui est devenu la mesure. Et donc, il faut redonner une dimension. C'est là où, effectivement, ça me permet de faire une transition, puisque c'est ce qu'avait amorcé Paul. Il y a une réflexion des peuples traditionnels. En tous les cas, en ce moment, je suis en lien avec les Muisca, qui est une ethnie de Colombie, qui veulent remettre en place la cosmocratie.
la cosmogéocratie, c'est-à-dire avoir des lois qui régissent la vie des hommes qui sont basées sur le cosmos. Et donc, et non plus avoir des lois qui sont basées sur euh, un élitisme, les élites qui ont décidé de mettre en place un système pyramidal. D'ailleurs, on voit bien, aussi incroyable que ça puisse paraître, on a formaté les gens pour être des suivistes, et donc 1% ou voire 2% de la population, qui représente le petit point en haut d'un triangle, est capable de maintenir sous son pouvoir la base. Et donc, c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on est 7,7 milliards d'individus, et il y a 1% de ces 7,7 qui ont décidé des règles de vie et qui ont imposé une orientation à l'humanité dont on voit l'aboutissement. Vous voyez, ça part de loin. Ça fait 5 siècles que ça part avec Utopia de Thomas More, où il envisage une île en forme de croissant où il y a 54 villes identiques, où on supprime la propriété, on supprime l'argent, on supprime l'identité. Au centre, il y a le Parlement, l'équivalent du Parlement qu'il appelle Amoro. Et effectivement, cette ville utopique, c'est exactement ce qu'on va nous imposer, l'uniformisation. Or, l'univers est tout sauf uniforme. Il obéit à des lois, par contre, mais il obéit également à une biodiversité. Il y a une biodiversité à travers les lois, que ce soit un ver de terre ou un homme. On est soumis à des lois biologiques, mais qui ont pris des formes différentes. Donc, si on voulait combattre le grand reset, entre guillemets, avec des arguments rationnels, on dirait déjà le projet d'un globalisme, c'est une uniformisation. Et on sait que quand vous avez une source chaude et une source froide, au bout d'un certain temps, les deux sources deviennent tièdes, sont à la même température, et le système est dit mort. Donc aller vers une globalisation, c'est la mort du système. Au nom de l'écologie, c'est une perte de biodiversité. Ensuite, on veut nous imposer une séparation des individus, la fameuse distanciation sociale. Eh ben, la vie réside plus, enfin, on peut dire que la vie réside dans les interactions entre les molécules ou les cellules plus que dans les molécules ou les cellules. La vie réside dans l'interaction entre les choses plus que dans les choses en elles-mêmes. Quand il n'y a plus d'interaction, c'est la mort du système. Et puis, on voit bien qu'on nous a imposé à outrance un système où en permanence, il y a une élite en haut. Donc, c'est le contraire du système égyptien où effectivement, il y avait une autorité spirituelle à qui on avait donné le pouvoir politique, et non pas un pouvoir politique qui n'a pas l'autorité spirituelle et qui a usurpé le pouvoir. C'est toute la différence entre le pouvoir et l'autorité. Quand vous avez une autorité, personne ne vous la discute parce qu'il est évident que vous êtes la personne adaptée à la situation donnée, au moment donné. Quand vous voulez le pouvoir, on voit bien ce qui se passe actuellement avec nos chers politiques. Ils ont volé un pouvoir et on ne peut pas, même pas parler d'élite. Le terme d'élite est une insulte à notre intelligence. Ils n'ont aucune intelligence. C'est simplement de la cooptation. C'est là où ça devient intéressant, c'est parce que quand on voit ces pyramides et qu'on comprend en fin de compte ce qu'ils renferment, qu'au bout du compte, on a la Mahat et que cette Mahat, ou la Mahat et où effectivement le livre des morts, et qu'on comprend ce qu'il y a dans la Torah, ce qu'il y a dans la Bible et dans le Coran, on est dans un processus où ce dispositif il est mis en place et il nous décrit jusqu'au moment où on doit en sortir. Et c'est un processus où effectivement, on retrouve ça dans le temple de Luxor, c'est le cheminement de l'homme à travers effectivement ces fameuses portes. Et on est en plein dedans. Et on s'aperçoit que le processus qui fait que l'homme, à une période très reculée jusqu'à maintenant, il a été respecté par un mode opératoire qui est le modus operandi, qui n'a pas varié. C'est-à-dire que quand on a vu cette civilisation décliner, le contrôle par hiérarchisation pyramidale, c'est-à-dire cette société pyramide comme modèle sociétal, s'est imposée sur toute la planète. Elle a d'abord conquis méthodiquement chaque recoin de la planète, avant juste, là il y a à peine 100 ans, de provoquer un essor technique et technologique et de nous verrouiller. Maintenant qu'elle nous a verrouillés, elle nous oppresse et elle nous demande qu'est-ce que vous décidez de faire de votre vie sur la Terre. Ceux qui pilotent
ceux qui ont installé ces monuments là-bas sont encore là. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Comment peut-on expliquer qu'en plus de ça, ils ont respecté un mode opératoire qui est, bien sûr, la représentation comme modèle de loi. Et en ayant toujours demandé le consentement. Quoi qu'il arrive, ils ont conquis toujours avec des documents, ils ont codifié, ils ont légiféré par le consentement, que ce soit l'ex Fiori, la loi du fort, le code justinien, j'en passais des meilleurs. Ils ont toujours légiféré de faire en sorte qu'ils soient toujours dans la légalité de Dieu de par la loi, c'est-à-dire en respectant scrupuleusement la Mahat. Et ça, dans le fait que les gens, par le consentement, ou par les consentements territoriaux, ou le fait d'avoir adoubé des gens, fassent qu'ils donnent, quoi qu'il en soit, leur consentement à une seigneurie est toujours l'art d'en légiférer pour les contrôler. Et jusqu'à aujourd'hui, où ils ont rendu cette capacité à consentir entre les mains des populations et elles-mêmes à pouvoir le choisir. Mais les populations sont elles-mêmes prisonnières de la matérialité. C'est une épreuve qui est là et qui est décrite depuis les temps immémoriaux. On a affaire à des gens qui sont plus précis qu'un scalpel. C'est là qu'il faut comprendre qu'on a affaire à une forme d'intelligence. Cette forme d'intelligence possède le savoir universel, elle ne le possède pas depuis hier. Pour l'avoir possédé à des temps aussi reculés, et le temps qu'il faut à une civilisation pour pouvoir l'acquérir, on n'a pas affaire à des touristes. C'est là où il faut comprendre que, oui, nous avons la possibilité de nous élever en tant qu'espèce humaine, il faut bien le comprendre, mais que ceux qui connaissent ce savoir-là sont autrement plus intelligents que nous. Dans l'art de contrôler à la fois les réseaux francs-mac, à la fois les réseaux chinestes, à la fois l'Opus Dei et tout ce qu'il y a derrière, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une forme d'intelligence qui nous dépasse et qui, grosso modo, nous demande si est-ce qu'on n'est pas si bête que ça. Est-ce qu'on sait au moins la réglementation qui régit la loi des ensembles, d'un ensemble. C'est le savoir universel. On n'est pas dans du savoir théorique, on est dans la physique quantique et la pratique. Il n'y a pas de place pour le peut-être. D'autres physiques, il n'y a pas que la physique quantique, je pense. Ah ouais. D'ailleurs, il y avait un pyramidion en haut qui indiquait bien qu'il y avait un pilotage sur un plan supérieur. À partir du moment où on a enlevé le pyramidion, c'est comme si on avait enlevé. Oui, bien sûr. On sent bien qu'il y a quelque chose. Pourquoi les peuples, c'est l'hypothèse que je fais avec un collègue, d'ailleurs que Paul avait entreaperçu un jour, Éric Navet. Les peuples traditionnels ont presque décidé de ne pas apprendre le développement technique parce que le développement technique nous transforme, évidemment, nous asservit et diminue nos capacités naturelles. Je cite l'exemple du Tibet, un Tibétain traditionnel, il y a 2 siècles, s'il avait froid, il faisait des exercices spirituels pour se réchauffer. L'homme occidental réfléchit à une machine, il arrive à maîtriser la chaleur, la thermodynamique, il comprend qu'il peut créer le poêle à charbon, le radiateur, etc. Mais il perd la capacité de se réchauffer intérieurement. Et donc, les capacités qu'a son corps vont progressivement évoluer. On voit bien, d'ailleurs, on a vu sous nos yeux une évolution. Si je prends mon exemple personnel, je sais moins bien calculer maintenant que je calculais il y a 20 ans. Et la plupart des gens, si je commence à demander aux gens de diviser 223 par 7, il va y avoir des difficultés parce qu'on n'est plus habitué à le faire. Donc, il y a eu une involution par non-utilisation. Et les jeunes générations sont en train de perdre la mémoire. C'est-à-dire qu'avec le téléphone portable devient, sans qu'on le dise, une extension du cerveau. Donc, le cerveau perd son autonomie. Donc, les sociétés traditionnelles avaient compris ça. Et donc, ils ont décidé de mettre un certain recul. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on les a un peu combattus, parce qu'effectivement, ils sont les derniers représentants des hommes vrais, tels qu'on aurait dû peut-être vivre sur la Terre. Alors, je ne suis pas, en tant que scientifique, je ne vais pas être ennemi du progrès, mais un progrès qui ne se fait pas à l'encontre des dimensions humaines. Et on voit bien, ce qu'on nous propose maintenant, c'est carrément de modifier la nature humaine. C'est-à-dire, avec le transhumanisme, c'est une modification de l'humaine nature pour en faire des cyborgs. Et quand on déploie le déploiement de l'objet technique, on voit bien ce que ça aboutit. À partir du moment où on admet le stylo jetable ou le mouchoir jetable, le Kleenex,
On aboutit à l'homme jetable. À partir du moment où on a accepté les OGM, que ce soit les OGM animaux ou végétaux, avec une stérilisation, le programme Sterminator, bah, ça veut dire qu'on arrive à la même chose chez l'homme. Donc, c'est une histoire de temps. Donc, autrefois, la science accouchait de la technologie. Maintenant, c'est la technologie qui dicte à la science sa conduite et la conduite de la technologie est dictée par la politique. On n'est plus dans des débats rationnels. On voit bien avec la pandémie, on n'est plus du tout dans des débats rationnels avec... évidemment, on ne peut jamais prétendre être objectif. Les logiciens disent qu'on est inter-objectif ou intersubjectif. Mais autrefois, il y avait des faits. On essayait de discuter sur des faits. Maintenant, on a des sur faits, des opinions. Sur des opinions. En tous les cas, c'est ce qui s'est passé sur... On a des faits, on est comme sur une Coupe du Monde, on regarde un truc qui concerne 0,0% des gens, où on a hypnotisé 99% des gens. Oui, bien sûr. Bah, déjà, la première manipulation, c'est d'avoir fait croire que seule l'Égypte avait produit les pyramides. Je me souviens, moi, quand j'étais en sixième, le prof d'histoire géo nous avait présenté les pyramides d'Amérique du Sud. Et évidemment, comme beaucoup des camarades de ma classe, on dit ah ben c'est la même chose que les pyramides en Égypte. Ah non, c'est pas la même chose. C'est des pyramides plus petites, à degrés, etc. Et en fin de compte, on a retrouvé des pyramides dans les quatre coins de la planète. C'est une forme qui il y en a plus de 600. Il y en a plus de 600. Donc, on voit bien que cette forme, elle n'a pas été choisie au hasard. Il y a il y en a une qui est plus grosse que Khéops, qui se trouverait dans le désert de Gobi. Il y en a en Chine, il y en a dans les pays de l'Est. Donc, on voit bien que ça a été un alphabet qui a été laissé à l'homme et qui a un rôle à jouer. Alors, évidemment, on n'est pas habitué parce que l'archéologie, si vous voulez, n'a pas passé le cap. Un archéologue, c'est un historien de formation, avec le respect que j'ai pour leur formation, et c'est quelqu'un à qui on a appris à faire des fouilles. Mais quand on a des grandes problématiques qu'on aborde maintenant, comme par exemple les matériaux, bah, ce n'est pas un archéologue ordinaire qui est capable de faire ça. Donc il faut faire appel à des ingénieurs ou à des spécialistes de la science des matériaux, voire à des gens qui ont l'habitude de manier la géométrie. Et c'est là où effectivement l'archéologie sort de son domaine de compétences. Et c'est là où on peut apprécier le degré d'ouverture d'une discipline. Par exemple, on s'est rendu compte, c'était une vieille idée qu'avait l'égyptologue hérétique Schwaller de Lubitsch, Schwaller-Aort de Lubitsch, qui s'était posé la question de la construction du sphinx et de sa datation. Et il disait ça a plus de 5000 ans. Donc, il a eu une excellente idée, mais qu'on ne pouvait pas réaliser à l'époque, c'est de voir si la partie basse du sphinx, qui est faite de calcaire, c'est dû à une érosion due au sable ou à l'eau. Donc, un jeune Anthony West, qui était un guide spirituel, il y en a qui allaient en Égypte pour amener des Américains à visiter cette dimension spirituelle, a eu l'idée de contacter un sédimentologue, Robert Soch, en lui cachant qu'il allait analyser la partie basse du sphinx. Il lui a posé la question, est-ce que c'est une érosion due au sable ou à l'eau? Et la réponse, c'est une érosion due à l'eau. On a un profil d'érosion en forme de paire de fesses, voilà, alors que l'érosion due au sable, c'est une forme de club sandwich. En fin de compte, le problème, c'est que le désert du Nil est désert depuis plus de 7000 ans. Donc déjà, ça, voilà. Et puis, on peut apprécier quantitativement et qualitativement. Alors, qualitativement, c'est à peu près 7000 ans, mais si on va dans le détail, c'est 12 500 ans. Donc, la partie basse du sphinx, elle date de 12 500 ans. La partie arrière a été rajoutée avant la partie avant. Et donc, quand Robert Schorsch est venu présenter ses travaux, on lui a dit que c'était pas valable parce qu'il n'avait pas le bon doctorat en égyptologie. Donc, tout ce qu'il pouvait dire était éliminé. Mais cette ruse, on la retrouve dans beaucoup de disciplines. Il y a beaucoup de disciplines d'informations dérangeantes. On se réfugie. Alors, et puis même s'il a vu un doctorat en archéologie, on lui aurait dit que c'était pas accepté à l'unanimité, etc., etc. Donc il y a un réel problème. D'ailleurs, le terme qu'on utilise au Collège de France, lieu suprême d'enseignement du savoir en France, c'est les conquérants de l'impossible. Donc Jean-Noël et moi-même, nous sommes en train de discuter sur les conquêtes de l'impossible. Les historiens connaissent ça parce que, par exemple, quand on regarde l'histoire d'un pays, il y a le remords d'une nation. L'histoire événementielle, elle n'est pas du tout ce que la postérité en a fait. On sait que l'histoire est faite par les gagnants, pas par les perdants.
Donc, on a décidé d'une histoire de l'humanité qui était politiquement correcte et on ne veut pas en sortir. Et Eh donc, oui. ça pose même un problème en Égypte parce que je me souviens avoir visité l'Égypte et comme l'Égypte actuelle est coranique et que leurs ancêtres sont polythéistes, ça pose un problème, vous voyez, d'ajustement. Alors, ils essayent de jongler avec plus ou moins d'habileté pour essayer de faire la jonction entre l'Égypte qui leur assure un tourisme depuis l'Égypte a le vent en poupe, et puis leur destin actuel. Et on pourrait multiplier la même chose sur les Sumériens en Amérique du Sud, etc. Donc il y a une fausse histoire de l'archéologie, comme il y a une fausse histoire de l'Antiquité, comme il y a une fausse histoire de l'économie, de la physique, etc. Donc le maître mot, c'est simulacre. Et il y a un auteur qui avait parfaitement compris ça, c'est Platon. Il parlait de simulacre et de la fraude du mot. Vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et il disait que Effectivement. les politiciens étaient des fraudeurs du mot. Et quand Camus disait que malmener un vocabulaire, c'est ajouter du malheur au monde. Et effectivement, on a fait que malmener les mots, utiliser des mots pour d'autres alors qu'ils étaient Oh déviés, et là, on a ajouté c'est beaucoup le de sport malheur en au monde. en ce moment, c'est le sport. Oui, c'est ça. C'est un vrai sport. Voilà, les gens sont noyés par les mots. Il n'y a pas de compréhension sur les décisions de l'État. Les gens sont en train de confondre la loi avec des décisions administratives. Il y a des gens qui se font du fric dessus. Voilà, on est à la barbe de tout le monde et les gens sont persuadés que l'État est en train de leur faire quelque chose alors que l'État prend des décisions administratives. Les gens sont incapables de comprendre la différence entre le droit administratif et le droit légal. Les populations sont incompétentes à analyser ce qui leur arrive. Ben, disons que c'est l'ingénierie sociale, ce qu'on appelle Mhm. l'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'il y a un postulat chez les gens honnêtes. Ils considèrent que l'État leur veut du bien et donc ils ne remettent pas en cause l'autorité de l'État. C'est comme une projection paternelle. Vous voyez, c'est très C'est difficile ça. pour un enfant d'admettre que son père est maltraitant ou sa famille est maltraitante. Vous voyez, il le Eh découvre oui. par la suite adulte, mais tant qu'il est dans Mhm. son enfance, il ne s'en rend pas compte. C'est après Eh qu'il oui, s'en mais rend compte. normalement, un enfant, à un moment donné, quand il grandit, il doit s'émanciper de sa famille pour pouvoir, Ben, bien sûr, mais on a maintenu l'infantilisation. et, On voit bien la et façon dont voilà. notre cher président s'exprime au français, c'est un langage Euh, d'infantilisation, ce qui n'est pas le cas, par exactement. exemple, en Allemagne. On ne nous considère pas comme D'accord. des adultes. Ok. Voilà. Et donc, on n'est pas dans la réalité, ce que Joseph de Maistre appelait la réalité, c'est-à-dire une réalité qui est reconstituée en fonction de nos croyances. Et donc, Jean-Noël parlait du sourire qu'on peut donner et de créer ainsi, simplement avec quelques muscles tendus, un bonheur chez l'autre. Le sens de notre communication, c'est la réponse qu'on reçoit. Donc, l'être humain est un être de croyance et il a été formaté. Donc, ça a toujours été comme ça. Il y a très peu de gens qui ont réussi à sortir de ce formatage, mais c'est Mm. eux qui doivent aider les autres. Ils sont les chiens de traîneau pour, vous savez, les premiers chiens pour aider les autres à en sortir. Je pense que C'est vrai. voilà, ça a toujours été comme ça. Voilà, la plupart des gens n'ont pas remis en cause la version qu'on leur avait donnée. Il faut du temps, il faut de la curiosité, ce qui n'est pas toujours le cas. Le système est bien fait quand même. On peut dire que l'éducation, c'est repérer des gens qui ont des capacités, ensuite les amener à faire un parcours prestigieux, être ensuite Mm, mm, dépendant de ce que l'État va leur donner comme salaire, et mm. ensuite éteindre leur esprit critique. C'est ce que Exactement. Buckminster Fuller appelait la théorie du pirate, c'est-à-dire faire en sorte qu'un individu intelligent et qui pourrait être dérangeant et remettre en cause le problème, ne le remette pas en cause parce que Mm. l'État le repère. Vous voyez, par exemple, on peut se mettre à rêver, mais si Karl Marx avait réussi à avoir son poste de maître de conférence à l'université, il n'aurait pas développé le communisme. Et si Hitler avait été reçu aux Beaux-Arts en Allemagne, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Donc beaucoup d'individus qui ont une puissance intellectuelle, pour le meilleur et pour le pire, bah, si on ne les canalise pas dans une direction, ils peuvent devenir un contre-pouvoir.
Et donc, il est du devoir des gens qui ont compris d'établir un principe de résistance, mais aussi à la fin du cycle, et on est à la fin du cycle, d'ouvrir et de libérer les connaissances. C'est là où les sociétés initiatiques n'ont pas toujours joué leur rôle, parce que le but, c'est de conserver l'information et ensuite la diffuser au moment opportun. Et je pense qu'on est arrivé à un moment opportun. Bah, je crois aussi, ouais, effectivement. Ouais, faut rentrer dans le système. Faut lui rentrer dans l'art. Bah, il faut En tout le cas, ça faire m'étonne. intelligemment parce que Mais oui. on voit Bah, bien ouais. que le système actuellement, une des portes de sortie qu'il a, c'est on est dans une dictature officieuse. À coup de décret, d'amendement, il n'y a plus de 5e République, on est bien d'accord. Et il faudrait, à un moment donné, pas grand-chose pour qu'on passe dans une dictature officielle. Et donc, c'est le désordre. Donc, c'est tout le jeu subtil qu'on doit mener avec un État. On n'est pas habitué à ça. C'est ce qu'on appelle en stratégie militaire les guerres 4.0. C'est-à-dire, Bah, l'État mène une guerre contre son peuple. Généralement, on est habitué en Europe, en tous les cas, les gens de ma génération et la vôtre aussi, à mener des guerres éventuellement contre d'autres pays, mais pas une guerre interne. Donc, là, c'est pas notre pays parce que cette confrérie, c'est sur le monde mais c'est entier. international, mais C'est c'est une guerre international. contre les peuples et une guerre internationale. On est Ben en guerre, on justement, ne s'en rend faut pas compte. ramener. Là, c'est tirer les populations jusqu'à ce qu'elles acceptent, au bout du compte, de lâcher ce à quoi elles tiennent, c'est-à-dire cette matière Ah qui oui, les oui. fait rêver et Bah, c'est la qui, matière contre la liberté. Et c'est tout le voilà, problème. c'est ça. C'est la matière contre la liberté, c'est S'ils le lâchent prix. la Hein. matière, ils auront la liberté. Mais ça, les gens ne l'ont pas encore compris. C'est ça le problème. Le général de Gaulle avait une formule que je reprends volontiers, les possédants finissent par être dépossédés par ceux qu'ils possèdent. C'est-à-dire qu'un excès de matérialité, on a peur de perdre la matière, et donc précisément la dialectique à laquelle on est soumise, c'est la matérialité mise de côté pour gagner de la liberté. Ben Et justement, c'est combativement qu'ils doivent susciter par cet appel de liberté à abandonner cette matérialité. Il faut qu'ils soient partie prenante. Et c'est ça qui est le plus oui, difficile, oui. parce qu'en plus de ça, ils sont tous très très divisés. Ils essayent pour beaucoup, ils veulent partager un espèce de sandwich ou ils discutent d'un sandwich dont ils verront jamais la couleur. Là, c'est assez compliqué. C'est Oui, compliqué mais de on faire comprend aussi, il rationaliser faut que tout. les gens comprennent que c'est la fameuse pyramide des besoins de Maslow. C'est-à-dire que il y a Maslow, Abraham Maslow, c'était un médecin américain qui a essayé de comprendre, et c'était à l'époque innovant, les critères qui amenaient une personne à être équilibrée psychologiquement. Alors qu'avant, la psychologie essayait de voir qu'est-ce qui avait amené un individu à être déséquilibré. Donc, c'est plutôt une psychologie positive, on dirait Je maintenant. sais pas. Alors, Je le sais pas. premier étage, c'est manger, boire, dormir, c'est les besoins de base, les besoins physiologiques. Puis il y a un étage supérieur qui est le besoin de sécurité et de normes. Puis encore un étage supérieur qui est l'appartenance et l'amour. Et puis les deux derniers étages, c'est l'estime de soi, la réalisation de soi. Quand on regarde cette pyramide, on croyait être à l'abri, nos pays occidentaux, à la dégradation du premier étage. Or, il commence à être remis en cause. Et donc, il n'y a pas que... Il y a la notion de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens comprennent que le mouvement dans lequel ils sont ne va pas les amener dans une sécurité, mais au contraire dans une oppression. Et puis l'appartenance, c'est-à-dire que celui qui a décidé de se faire vacciner ou pas, bah, s'il n'est pas vacciné, il sort du groupe. Et donc ça, c'est une dimension animalière que nous avons en nous. D'ailleurs, on sait que dans les sociétés premières, la plus grande des punitions, c'est quand on est exclu de la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devenez hors communauté. Et il y a beaucoup de gens qui le vivent. Donc il y a une réflexion de fond à faire. De toute façon, le problème, c'est pas vacciner ou non vacciner, c'est l'acceptation d'un grand reset avec une privatisation définitive de nos vies. Et donc, Georges Simmel avait une métaphore. Il disait qu'une société, elle doit établir un équilibre entre la porte, qui est l'intimité. Quand vous fermez votre porte, vous êtes chez vous, et voilà. Et puis le pont, qui est la collectivité. Et on voit bien que cette société veut s'immiscer jusqu'au plus intime dans notre corps, nous pucer, nous traquer, une traçabilité absolue, un besoin de sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le pouvoir
sa grande terreur, c'est de perdre le pouvoir. Donc, il est forcément animé d'une énergie paranoïde, voire paranoïaque. Et donc, tant qu'il n'aura pas la sécurité absolue, c'est-à-dire la traçabilité, il ne sera pas tranquille. Et c'est tout l'enjeu qui est là. Je pense que dans d'autres périodes, il y a dû avoir des enjeux de ce type, mais nous, on le vit maintenant.